Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, 4 jours après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la HCC, donnant au président Andry Rajoelina un second mandat, les félicitations affluent. Dernièrement, le gouvernement du Rwanda et le ministre des Affaires étrangères du Japon ont présenté leurs vœux de réussite au président Andry Rajoelina. Les détails. Quelques jours après l'annonce de sa victoire à l'élection présidentielle, les félicitations adressées au président Andry Rajoelina se poursuivent. Le gouvernement rwandais, au nom du président du Rwanda, Paul Kagame, a exprimé ses vives et fraternelles félicitations. Selon lui, ces 5 prochaines années renforceront les excellentes relations entre les deux pays et ouvriront de nouvelles opportunités de concrétiser les aspirations profondes de stabilité, de croissance partagée et d'intégration du continent africain. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Japon, au nom du Premier ministre japonais Fumio Kishida, a salué l'organisation de l'élection présidentielle qui, de manière générale, s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Dans sa lettre, le Japon s'attend à ce qu'il y ait davantage d'avancées sous l'égide du président Andry Rajoelina pour que Madagascar avance dans la voie d'un État démocratique, y compris des mesures de confiance en vue d'un dialogue entre toutes parties prenantes. À Dubaï, le directeur général du BNGRC, le général Elak Andjiakadze, a présenté hier au pavillon de Madagascar, lors de la COP28, le programme de Madagascar dans le cadre de la mise en œuvre du projet Early Warning for All. 4 points ont été évoqués dans la réalisation du projet et un budget estimé à plus de 160 millions de dollars. Les détails. À Dubaï, la deuxième journée de la COP28 a été marquée par les discussions sur les pertes et dommages, ainsi que sur la réduction des risques et des catastrophes, Damage and Loss (DRR). Le général Elak Andjiakadze a présenté le calendrier du projet Early Warning for All, réalisé en collaboration avec les Nations Unies et l'Organisation météorologique internationale. 4 lignes directrices guideront le BNGRC dans la coordination des acteurs, notamment l'évaluation technique des catastrophes, les moyens d'informer la population, la préparation ainsi que la pratique pour faire face aux dangers. Tout cela nécessitera un budget conséquent dépassant les 166 millions de dollars. Une initiative cruciale pour renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles à Madagascar. En économie, la quantité de riz importé par Madagascar a diminué à 185 000 tonnes cette année en raison de l'augmentation de la production locale, selon le rapport du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cela grâce aux efforts des agriculteurs et aux efforts du gouvernement. Un reportage de Sai Sylvain, Andniana Martina et Sej Andjanab. Si Madagascar a importé 514 000 tonnes de riz en 2022, cette année, l'importation a été réduite à 329 000 tonnes. D'après ces chiffres, il y a eu une diminution de 185 000 tonnes de riz importées. Au cours des mois de mai et juillet 2023, les importations ont été très faibles et sont tombées à 25%. Selon les informations auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, l'augmentation de la production de riz jusqu'à 8% est la cause de cette diminution. Les résultats des efforts déployés pour diversifier le secteur productif sont visibles dans ces statistiques. L'augmentation des rendements sera maintenue, les efforts seront intensifiés et le défi que représente la réalisation de la sécurité alimentaire se poursuivra. Toujours d'après le ministre, de grands projets sont dédiés au grenier à riz en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Le ministre de l'Agriculture a également souligné qu'il reste encore du riz en stock et que le peuple malgache en aura assez pour affronter la fin 2023.
Et les 100 jeunes sélectionnés pour le projet Titre Vert dans la région d'Itas sont installés et exerceront de suite. On leur a remis hier les documents nécessaires pour l'utilisation du terrain à cultiver, soit 1 hectare par personne dans la commune de Miandanj, district d'Arivunmam. Par ailleurs, 5 arts de terrain ont également été remis aux bénéficiaires du projet Titre Vert pour qu'ils puissent y construire leurs maisons et des fermes, d'après le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est Sylvain. Un jeune entrepreneur moderne, 1 hectare de terrain. C'est ainsi que les terrains sont répartis à Mbouibourne, commune Miandanj, district d'Arivunmam, dans le cadre du projet Titre Vert. Le terrain a été testé et a été aménagé. Des infrastructures ont également été mises en place pour les cultures et autres activités d'élevage. Le soutien du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage aux jeunes volontaires revêt de nombreux aspects, explique le directeur régional de l'Agriculture et de l'Élevage de la région d'Itas. En plus d'être un lieu de travail, Miandanj sera également le lieu où ces jeunes vivront. Ils seront également incités à l'élevage, poursuit les explications. L'objectif du projet Titre Vert est de fournir un emploi aux jeunes, mais surtout pour développer à long terme le secteur de production à Madagascar. Le projet Titre Vert est une stratégie nationale établie par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans les 23 régions de Madagascar et se développe en coopération avec de nombreux secteurs privés. Toujours dans les actualités sociales, le marché d'Imertsetousk a été rénové pour permettre aux marchands d'interagir davantage avec les clients. Son inauguration s'est effectuée ce jour. Par ailleurs, de nombreuses autres infrastructures ont également été inaugurées. Sur place, Radamran Zatouf et Anzara Zanarvelo. Dans la commune d'Imertsetousk, la majorité des habitants sont des entrepreneurs issus de différents secteurs, à savoir l'agriculture, l'élevage ou le commerce. Auparavant, le marché d'Imertsetousk comptait environ 300 à 400 marchands, dont certains vendaient au bord de la route, étant donné l'étroitesse du marché. À partir de 2021, la municipalité a mis en place une politique de développement pour construire un nouveau marché. L'infrastructure est désormais entièrement achevée grâce à l'entraide des marchands, de la commune et des entrepreneurs locaux. Selon le maire, une organisation est en cours pour organiser l'emplacement attribué à chaque marchand. À part le marché, plusieurs autres infrastructures ont également été inaugurées ce jour, notamment les routes en pavé, un espace de loisirs, le palais du Fanourn et la bibliothèque. Les travaux de réhabilitation de la rue Rabetafk au Fassan Karan a débuté hier. Ces travaux dureront 6 semaines, d'après le ministre des Travaux publics lors de sa descente sur place. Cette RNT 58 fait partie des 10 routes qui seront réhabilitées. Les détails avec Miarvou Latsfiran. La RN 58, ou rue Rabetafk, reliant Kadembaouk, Fassan Karan et Jovenel Louzat, fait partie des dizaines de routes que le ministère des Travaux publics entreprend de restaurer. Cette route qui sera réhabilitée fait un peu plus de 3 km de long. Les travaux de construction qui ont débuté hier dureront 6 semaines, comme l'a expliqué le ministre des Travaux publics lors de sa descente sur les lieux. Les travaux commenceront par l'installation des couches de base. Ensuite, les travaux seront momentanément interrompus lors des festivités. La quasi-totalité des routes endommagées à Antananarivo ont été réparées, selon le ministre des Travaux publics. Il faut cependant procéder à la réhabilitation des points noirs nouvellement créés, selon toujours le ministre. L'accord entre le gouvernement et l'entreprise qui a obtenu le marché pour les travaux de réhabilitation de ces routes à Antananarivo consiste à respecter les normes pour prévenir les dommages. Il est toutefois de la responsabilité des usagers de la route de les respecter.
Et puis, le nombre de taxis brousse qui partiront de la gare Makindye d'Outapenok sera doublé la semaine prochaine, selon les prévisions du directeur général adjoint auprès de ce stationnement. Cela s'explique par la préparation des fêtes des fins d'année. Fin de scène Mireille, Yves Janel. Environ 210 à 220 voitures partiront de la gare Makindye d'Outapenok à partir du 15 décembre en raison des fêtes de fin d'année. À l'approche de Noël et de la fin d'année, le nombre de passagers augmente. Le nombre de taxis brousse en exercice augmentera également de 100% selon le directeur général adjoint auprès de ce stationnement. Pour l'instant, les passagers sont constitués de ceux qui ont effectué un déplacement spécial dans la capitale, comme le cas de Olina. Par ailleurs, toutes les dispositions ont été prises pour l'exploitation des taxis brousse pendant la période des festivités. Aucune augmentation de tarifs n'est prévue. La direction appelle les usagers à acheter les billets auprès des guichets uniques. L'objectif durant ces festivités est le zéro accident. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Après le Mali et le Burkina Faso, c'est au tour de Niger de claquer la porte du G5 Sahel. L'organisation anti-djihadiste semble vouée à disparaître 9 ans après sa création. Sur les 5 pays, il ne reste que la Mauritanie et le Tchad. France 24. L'existence du G5 Sahel est de plus en plus menacée après le retrait de Niamey et de Ouagadougou de toutes ces instances. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger l'ont déclaré à plusieurs reprises ces dernières semaines. Ils se focaliseront désormais essentiellement sur le bon fonctionnement de leur nouvel organisme commun, l'Alliance des États du Sahel. Le G5 Sahel, qui est un organisme qui était majoritairement, essentiellement financé par l'Union européenne et vu par une frange de la population sahélienne comme par une partie de ses élites comme un échec des Occidentaux dans leur aide à la lutte antiterroriste dans la région. Une source diplomatique nous confie que l'arrêt de ce soutien financier à la participation du Niger dans le G5 Sahel est en grande partie dû à l'hostilité des nouvelles autorités envers l'Union européenne. Plus généralement, plus globalement, l'organisation G5 Sahel a déçu une partie des opinions publiques sahéliennes parce qu'elle n'a pas enregistré suffisamment de succès significatifs dans la lutte antiterroriste, mais aussi dans l'accroissement du développement de ces pays. C'était aussi sa mission. De son côté, Niamey n'a pas attendu pour se tourner vers d'autres partenaires. Aujourd'hui, les militaires au pouvoir l'ont officialisé. Ils ont signé un nouvel accord de défense et de partenariat militaire avec la Russie. Et l'OCDE a évalué le niveau en mathématiques de 690 000 adolescents de 81 pays. La France décroche, la moyenne du pays a baissé de 21 points, un record depuis l'an 2000. France 24. Une baisse historique du niveau en mathématiques des élèves de 15 ans en France. C'est la conclusion de l'édition 2022 de l'enquête PISA publiée par l'OCDE, dans un contexte de chute générale des performances au niveau international en raison notamment de la pandémie de Covid. La pandémie et la mutation numérique en particulier ont eu et continuent d'avoir des implications majeures sur les connaissances et les compétences dont les étudiants auraient besoin. Cette évaluation de 2022 qui se concentre sur les mathématiques montre une forte baisse des performances en maths, 3 fois plus importante que tout autre changement consécutif antérieur. En France, la baisse en mathématiques est de 21 points, la plus importante observée depuis la première étude PISA en 2000. En tête du classement, Singapour, puis Macao, Taïwan et Hong Kong. Singapour se hisse également à la première place du classement en ce qui concerne la compréhension de l'écrit. Côté français, lors de la dernière édition publiée en 2019, le pays se classait entre la 20e et la 26e place sur 79, selon les matières avec des scores dans la moyenne. Mais cette année, une autre étude européenne, l'étude Pearls, révélait de mauvais résultats en lecture pour les petits Français en CM1. 28% avaient un niveau bas ou très bas en compréhension écrite, contre 22% en moyenne en Europe.
qu'il y a plus de richesse langagière dans un livre d'enfants d'école maternelle à qui on lit des histoires qu'il ne sait pas lire, qu'il y en a dans n'importe quelle discussion entre adultes, films, séries, programmes télé, programmes, etc. de prime time. Et donc, il faut acculturer les enfants à cette langue. Si ces enfants n'apprennent pas cette langue, quand ils vont arriver au CP et qu'on les lâche avec des livres, ils n'arriveront pas à lire. Un classement très scruté pour les comparaisons internationales. La dernière édition était aussi largement dominée par les pays asiatiques, la Chine et Singapour en tête. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour de nouvelles informations. Au revoir et excellente soirée sur Viva.